Merci Michel. Et moi, merci d'être là. Je revois parmi vous, bon, il y en a que je ne connais pas, mais il y en a d'autres, des amis très chers, que je n'ai pas vus depuis la sortie de l'école. Hein. Ça fait plaisir. Bon, vous voyez, le titre que j'ai affiché, il contient un néologisme qui est économie et deux provocations qui sont troisième révolution industrielle et surtout informatisation. Alors, il y a quelque temps de ça, je présidais un groupe de travail de l'Institut Montaigne sur l'informatisation. Et pour voir un peu où en était le gouvernement, nous avons pris rendez-vous avec le ministre chargé d'eux, qui était Madame Kosciusko-Morizet. Donc on arrive dans son bureau, et puis je lui dis, voilà Madame, on vient vous voir parce que nous travaillons sur l'informatisation. Et elle me dit, l'informatisation, c'est ringard. Et elle ajoute, et d'ailleurs le mot informatique me fait marrer. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça c'est représentatif de quelque chose qui cloche. Hein, voilà. Ceci dit, informatisation, c'est un mot que je préfère largement à numérique, même si ça fait ringard, je m'en fous complètement. Hein. Numérique me paraît fallacieux et limitatif, et donc je défends informatisation. Mais enfin, vous pouvez mentalement, si vous voulez mettre tout ça à la mode et le transcoder dans l'air du temps, le remplacer mentalement par numérique, ça ne me gêne pas, même si du point de vue sémantique, je trouve qu'informatisation a un plus beau potentiel. Et troisième révolution industrielle, vous avez peut-être vu le bouquin de Jérémy Rivkin qui porte ce titre, qui usurpe ce titre, et qui, lui, voit la troisième révolution industrielle dans les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, ça n'est pas une révolution industrielle parce que ça n'est pas quelque chose qui apporte de nouvelles possibilités, c'est quelque chose qui répond à une contrainte. Hein, la contrainte du changement climatique qui est réelle, donc c'est tout à fait sérieux, c'est tout à fait respectable. Je fais partie de X environnement et donc je milite pour ce genre de choses, mais ça n'est pas une troisième révolution industrielle. La vraie troisième révolution industrielle, c'est celle qui change le monde et c'est celle de l'informatisation. Elle nous fait aborder un continent nouveau. Et alors j'ai énuméré un certain nombre de thèmes pour montrer les différentes dimensions de cette histoire. Quand on arrive sur un continent nouveau, il y a des plantes qu'on ne connaît pas. Certaines sont comestibles, d'autres sont des poisons. Il y a des animaux qu'on n'a jamais vus, des sortes de kangourous bizarres hein, qu'on n'a jamais vus et qu'on découvre. Il y a une géographie qui n'a jamais été balisée, dans laquelle il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas bon. Hein, et puis il faut qu'on se construise des huttes, etc. Bon, on est un peu paumé. Voilà. Alors, je prétends que l'informatisation change la nature. Évidemment, ça ne change pas la nature. On pourrait dire, ça ne change pas profondément. Hein, mais si on appelle nature ce à quoi les intentions et les actions humaines sont confrontées, après tout, on a bien le droit de donner ce sens-là au mot-là, effectivement, ça change la nature. Et si on se dit que les entreprises et le système productif, c'est l'interface entre la nature et la société, si la nature s'est déplacée, si elle a changé, vous voyez que le système productif lui-même ne peut pas rester immobile, il doit changer lui-même. Et puis la société, par voie de conséquence. Les produits ne sont plus les mêmes, nous verrons pourquoi. Le travail change lui-même de contenu à la fois les relations de travail changent et le contenu du travail change. La pensée, puisqu'on est à X, S, H, S, hein, la pensée c'est quand même un peu votre sujet, donc les techniques de la pensée changent, et après tout, on peut définir la philosophie comme les techniques de la pensée, c'est pas une mauvaise définition. Et donc là aussi, nous avons des choses qui changent, les institutions sont bousculées, finalement, cela revient à interroger les valeurs sur lesquelles, qui orientent l'action et qui donnent un but à chacun et à chaque institution, et puis la société elle-même dans son ensemble. Alors nous allons sur chacun de ces thèmes essayer de préciser les choses et d'explorer les conséquences. Le mot ordinateur est un épouvantable faux ami. Hein. Si vous avez tous des ordinateurs, bien sûr, c'est une machine qui ne met pas d'ordre. Malgré le nom qu'elle porte, si vous ne veillez pas vous-même à mettre de l'ordre dans vos dossiers, c'est un bordel sans nom qui s'installe sur votre disque dur. Bon. D'ailleurs, je suppose que c'est le cas parce qu'en général, on est tous désordonnés, donc c'est ce qui se passe. Donc, l'ordinateur, c'est un automate programmable. Hein. Et
du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est assez étonnant d'avoir conçu un automate qui soit fait pour réaliser tout ce qui peut se programmer. Contrairement aux automates de l'Antiquité ou du XVIIIe siècle qui étaient des jouets ou aux automates du XIXe qui étaient par exemple les métiers à tisser automatiques, qui étaient faits pour accomplir une tâche précise. L'ordinateur, donc, c'est un automate qui est fait pour réaliser tout ce qu'on peut programmer, et il le réalise à l'aide de ses équipements périphériques, les bras des robots, bien sûr l'écran clavier, mais les bras des robots, les ailerons des avions en pilotage automatique, etc. Et donc on a là un être nouveau qui est apparu dans l'histoire. On peut dater ça des années 40, mais enfin, il s'est vraiment mis à la disposition de tout le monde au milieu des années 70, lorsque des terminaux sont arrivés sur les bureaux, et où tout un chacun a pu, avec, évidemment, les écrans étaient noirs et les caractères étaient verts ou blancs, mais tout un chacun a pu mettre la main sur cette machine à partir de son terminal. Par-dessus le marché, l'Internet a conféré à cet automate l'ubiquité. On ne se soucie plus. Dans les années 90, la première fois qu'on a communiqué avec un serveur qui était aux États-Unis, on était tout à fait épatés. Et puis maintenant, on s'en fiche complètement, quoi. Que le serveur soit dans l'immeuble d'à côté ou en Nouvelle-Zélande, ça nous est complètement indifférent. Et donc, en fait, on a un espace de dimension nulle qui s'est formé, un espace d'information, de documents, un espace documentaire qui s'est formé et qui est accessible depuis partout dans le monde, sans délai, sensible. Donc c'est un automate ubiquitaire. Et par-dessus le marché, ce réseau, non seulement il nous a permis d'accéder à des ressources sans délai, où qu'elles soient, mais en plus il fédère l'ensemble des processeurs, l'ensemble des mémoires, de sorte que finalement ces ordinateurs en réseau constituent un automate gigantesque, programmable, et ubiquitaire puisqu'il est accessible depuis partout et que finalement il n'a aucune localisation puisqu'il les a toutes. Et donc nous sommes confrontés à cet automate programmable ubiquitaire. Et voilà un des effets qu'il a sur la nature, il supprime les effets de la distance. Alors sur l'Internet c'est évident, mais il y a même des effets physiques. La logistique des containers ne peut fonctionner que grâce à l'informatique. Et la logistique des containers a permis une telle division du coût du transport, on dit que le coût du transport a été divisé par 50, que pratiquement, pour beaucoup de biens, le coût du transport se trouve annulé. Vous voyez que cette suppression de la distance, à la fois dans l'espace documentaire et dans l'espace physique, eh bien, elle n'est pas pour rien dans la globalisation et la mondialisation. S'il n'y avait pas eu cette suppression des effets de la distance, sans doute que la mondialisation, la globalisation n'aurait pas pu aller aussi vite et se déployer à tel point. En plus, certaines des utilisations de l'informatique ont fait franchir la frontière de l'écran qui sépare le virtuel du réel. Je prends par exemple l'impression 3D. Vous voyez l'image d'un objet derrière l'écran et votre imprimante 3D le concrétise, le matérialise. Et cette imprimante 3D, c'est pas seulement l'imprimante Joujou qui vous fabrique un truc en plastique, c'est aussi des imprimantes industrielles qui fabriquent des objets en titane et qui sont tout à fait utilisés déjà dans l'aéronautique et dans la construction automobile. Ces objets, d'ailleurs, ont des formes géométriques que l'on n'aurait jamais pu obtenir autrement. On arrive à fabriquer des pièces qui ont les mêmes propriétés que les os des oiseaux, c'est-à-dire qu'elles comportent des creux à l'intérieur ou des endroits qui sont un peu comme des pierres ponces avec des bulles et qui procurent à la pièce en question le meilleur compromis entre la solidité et la légèreté. Et vous imaginez ce que ça peut apporter à la construction des avions, bien sûr, puisqu'ils sont toujours à la recherche de ce compromis-là. Donc, avec l'impression 3D, on passe de l'image virtuelle, comme on dit, à l'objet réel, et puis avec le scanner, on passe de l'objet réel à l'image virtuelle. Et donc, on peut dire que l'informatique, elle a franchi cette frontière qui l'a cantonnée dans le monde documentaire pour rentrer dans le monde des objets réels. Idem avec l'Internet des objets, qui associe à chaque objet une puce qui l'identifie puis qui lui permet de communiquer.
et qui est en train d'ailleurs de transformer notre corps. Hein. Nos prothèses deviennent communicantes. Là, j'ai des prothèses auditives que je règle avec mon téléphone mobile. Voilà. Et on voit venir le moment où nos pacemakers et autres choses de ce genre seront en réseau à travers notre téléphone mobile. Bon. On voit aussi venir des risques à travers ça. Vous savez qu'on prévoit qu'il va y avoir des assassinats qui passeront par le fait qu'on peut rendre fou le pacemaker de quelqu'un, ou on peut également rendre sa voiture folle et l'envoyer dans un précipice. La physique est en train de changer avec ces choses-là. Dans les entreprises, quel est l'effet massif et global de l'informatique? Il y a des effets fins et délicats qu'on va voir, mais l'effet massif et global, c'est l'automatisation des tâches répétitives. On le voit très bien dans les usines avec les robots. Hein, la soudure des automobiles, par exemple, c'est évident. Mais ça s'applique aussi aux tâches mentales. Vous savez que vous voyez dans les romans de Grisham, la firme, des romans comme ça, on voit les lawyers américains qui passent un temps fou dans la bibliothèque du cabinet qui est remplie de livres qui contiennent les éléments de la jurisprudence, et ils recherchent les précédents dans la jurisprudence pour pouvoir dire à votre honneur que le jugement un tel contre un tel à telle époque. Eh bien, c'est fini ça. Parce qu'il y a des outils de recherche documentaire qui font cette recherche de la jurisprudence beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que ne le faisaient les lawyers, et ils sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent plus facturer les heures de travail qu'ils facturaient avant et qui étaient payées fort cher par les clients, quoi. Donc ça transforme complètement le travail intellectuel de ces gars-là et le travail intellectuel de beaucoup d'autres personnes. Il y a aussi ça fait émerger dans le monde réel des choses qui étaient auparavant tout à fait impossibles. Les pilotes d'Air France m'ont raconté que le pilote automatique arrive à maintenir l'avion dans la position qui minimise la consommation de carburant. Une fois qu'il est en vol de croisière, bon, c'est une position très instable, où l'avion a le nez un tout petit peu en l'air, comme ça, et c'est une position qu'un pilote humain ne pourrait maintenir que pendant une seconde ou deux, parce qu'ils me disent c'est aussi difficile que de tenir une assiette en équilibre sur la pointe d'une épingle. Bon. Donc, pour l'être humain, impossible. Pour l'automate, pour le pilote automatique, pas de problème, il a des capteurs et puis il tripote les ailerons en permanence, comme ça, de manière à maintenir l'avion dans cette position. Donc, il fait intervenir dans le monde réel, dans le monde physique, un phénomène qui jusqu'alors était du domaine du rêve, quoi. D'ailleurs, je me dis, au fond, on a remplacé Abracadabra et Sésame ouvre-toi par les premières lignes d'un programme en Java, quoi. Hein, et ça marche. C'est-à-dire qu'on agit par la parole sur le monde des choses. Hein, c'était ça le but de la magie, c'est de commander aux choses par des mots. Eh bien, les programmes sont des mots et ils commandent aux choses. Dans l'exploitation des centrales nucléaires, il y a eu quelque chose de très intéressant et très significatif et qui a une portée très large. On peut programmer les automatismes d'une centrale nucléaire en fonction de la liste de tous les incidents prévisibles, hein, de telle sorte que la centrale réponde automatiquement à cette liste d'incidents, aux incidents qui sont dans cette liste. Si on fait ça, en probabilité, il se produira un incident imprévisible qu'on n'aurait pas pensé à mettre dans la liste, mais qui se produit quand même, parce que la nature est évidemment beaucoup plus riche en possibilités que n'importe quelle liste qu'on peut prévoir. Et donc, un incident imprévisible se produira en gros une fois tous les 3 ans, en probabilité. Bon. Mais le malheur, c'est que si on laisse dans la salle de contrôle les opérateurs humains sans rien faire finalement pendant 3 ans, le jour où l'incident imprévisible se produit, ils sont incapables de réagir. Leur cerveau s'est vidé, ils ont perdu toute possibilité de réaction. Résultat, on sous-automatise délibérément la centrale, de sorte qu'il se produisent des incidents auxquels l'automate ne répond pas, avec une fréquence que j'ignore, mais qui doit être quelque chose comme une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, je ne sais plus. Hein. Et du coup, les gens qui sont dans la salle de contrôle agissent, et agissant,
ils gardent leur capacité d'initiative qui leur permettra de réagir le jour où se produira l'incident que de toute façon on n'aurait jamais pu prévoir, mais qui arrive quand même parce que la nature est comme ça. Et ça, c'est un exemple très, très important parce que ce qui montre, il nous met sur la piste du secret de l'informatisation réussie, qui est comment combiner astucieusement, raisonnablement, comment combiner au mieux ce que sait faire l'automate programmable et ce que sait faire le cerveau humain, sachant que chacun a ses capacités. Il y en a un qui est rapide, puissant, qui a une mémoire fidèle, qui est quand même susceptible de panne, hein, il ne faut pas l'oublier, mais enfin bon, il a ces qualités-là. L'être humain, de son côté, eh bien, il est sensible à la fatigue, il a une mémoire indocile, il ne peut pas la commander en presse-bouton, c'est évident, mais il est capable d'interpréter des situations tout à fait inédites et de réagir devant l'imprévu. Ça, c'est sans doute notre héritage génétique de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Hein. Nous avons cette aptitude-là, que l'ordinateur n'a pas. Lui, il ne sait rien faire d'autre que d'exécuter le programme pour lequel il a été, qui lui a été mis dessus. Même si ce programme est tout à fait subtil, il ne comporte jamais qu'un nombre fini de lignes de code et il n'est pas capable de répondre à toutes les situations que la nature peut présenter. Donc, le secret de l'informatisation réussie, c'est d'articuler d'une façon intelligente ce que sait faire un être humain et ce que sait faire un ordinateur. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les ambitions de l'intelligence artificielle, lorsqu'elles prétendent simuler l'intelligence humaine, sont un véritable piège, parce qu'elles détournent la réflexion du travail sur cette articulation entre le cerveau humain et l'ordinateur. Si l'ordinateur est identique au cerveau humain, eh ben, il est inutile de s'occuper de les articuler, puisqu'on ne sait pas articuler l'identique avec soi-même. La question n'a même plus de sens. Or, c'est justement ça le problème le plus important de l'informatisation. Cette informatique, elle nous confronte à de nouveaux dangers. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai pourquoi l'informatisation nous confronte à ce que j'appelle l'économie du risque maximum, c'est-à-dire une économie où le risque d'entreprendre est particulièrement élevé, et du coup, une économie inévitablement violente. C'est-à-dire, quand on est dans le risque maximum, on essaie de s'en prémunir par tous les moyens, qu'ils soient éthiques ou non. Bon, mais ça, c'est un autre aspect. Mais il se trouve aussi qu'elle a offert des possibilités qui ont déclenché des comportements prédateurs. On peut dire que la banque, depuis qu'elle s'est informatisée, eh bien, elle a tourné le dos à son métier traditionnel, qui est très l'intermédiation du marché de crédit par arbitrage entre le rendement et le risque, pour, avec les salles de marché, exercer une prédation continuelle et massive, d'ailleurs, sur le système productif. Là, c'est vraiment, on est dans le partage du gâteau à volume constant, et la banque s'est payée une tranche là-dedans. Et on voit d'ailleurs que les amendes assez extravagantes que les banques acceptent de payer pour faire des settlements, là, pour éviter d'avoir des procès qui révéleraient des choses, sont bien la preuve que ça déconne pas mal. Ce glissement vers des comportements prédateurs est effectivement très, très préoccupant pour la société elle-même. Mais revenons-en au système productif et on reviendra à la société tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le système productif? À partir du moment où les tâches répétitives sont automatisées, en gros, on peut dire que l'essentiel du coût de production est dépensé dans la phase initiale de conception des produits et d'ingénierie de la production. On a conçu le produit, on a conçu les automates qui vont permettre de le produire, on a programmé les automates, on a organisé l'entreprise en fonction de tout ça. Ça demande un effort d'investissement et de conception énorme, multidimensionnel d'ailleurs, hein, parce que il ne suffit pas de concevoir le produit, il faut automatiser, etc. Bon. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on produise une unité ou 1 million d'unités, le coût est à peu près le même. On a une fonction de coût dans laquelle la partie coût fixe, ou pour parler comme les marxistes, la partie travail mort, si vous voulez, est devenue prédominante, et la partie coût marginal, on peut
si on fait un modèle un tant soit peu théorique, on peut même postuler que le coût marginal est nul, quoi. Et puis voilà. Hein, donc on a, bon. Et donc du coup, on a effectivement des rendements fortement croissants. Alors c'est là que réside le secret de l'économie du risque maximum. Hein, vous avez, quand vous lancez votre produit, vous avez dépensé tout le coût de production avant d'avoir sorti la première unité, avant d'avoir vendu la première unité, d'avoir eu la première réponse du marché, hein, et de savoir d'ailleurs ce que préparent les concurrents qui, de leur côté, sont en train de faire des choses eux aussi. Et donc, et ce coût de conception initiale, ce coût de mise en place des automates, etc., est extrêmement élevé. La conception d'une puce électronique coûte de l'ordre, enfin d'un microprocesseur, coûte de l'ordre de 10 milliards d'euros. La conception d'un système d'exploitation coûte de l'ordre de 10 milliards d'euros. La conception d'un avion de ligne, c'est du même ordre. Hein. Voilà, la mise est extrêmement importante et on dépense tout avant d'avoir donc la première réponse du marché. C'est assez vertigineux, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un casino, là. Hein. On met la mise sur la table et puis on va voir ce qui se passe. C'est ce qui explique la tentation de violence. Quand vous êtes dans une situation pareille, s'il faut corrompre les acheteurs pour avoir des marchés, ben vous le ferez. Hein. Vous le ferez parce que le risque d'entreprise est tellement énorme que, bon, s'il faut espionner les concurrents pour savoir ce qu'ils sont en train de préparer et et préparer la parade, idem, quoi. Les tentations de corrompre et d'espionner sont extrêmement fortes et parfois irrésistibles. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, l'entreprise crève. Donc, c'est même plus une question de morale, c'est une question de survie. C'est très difficile de juger les personnes. On voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais dans l'industrie allemande, ils ont mis des lois anti-corruption et des scandales à répétition se révèlent. Siemens, MAN, etc., les fabricants de sous-marins ont corrompu à tout va, et comme il y a une loi et qu'ils l'appliquent, c'est en train de sortir, quoi. Ce qui fait que l'industrie allemande ne doit pas tous ses succès à l'exportation, à la seule qualité de ses produits. Hein. Mais ça, c'est le climat économique actuel, une économie extrêmement violente. Et si effectivement on n'a pas un cadre législatif et un système judiciaire compétent capable d'appliquer les lois, on risque de déraper vers un univers extrêmement prédateur, quoi. Alors d'autant plus que l'informatique avec le blanchiment, enfin elle facilite le blanchiment, elle le rend très discret, puissant, discret, efficace, hein. Et donc l'argent de la corruption se planque assez facilement et circule assez facilement, il se blanchit assez facilement. J'ai un ami procureur qui travaille sur ces questions-là. Je lui dis, si je comprends bien, j'ai testé, quoi. Je lui dis, si je comprends bien, vous ne coincez que les maladroits, hein, les petits du sentier, là. Il me dit, bah ouais, les vrais, on les coince pas. Hein. Les vrais, on les coince pas parce qu'ils sont bons en informatique. Voilà. Ou plutôt, ils ont parmi leurs fils et neveux des gens qui se sont bien formés et qui savent comment programmer les flux, etc. Donc on a un risque de glissement vers quelque chose que personne ne souhaite, hein, au fond. Lorsque le rendement est croissant de la sorte, comme le disait Michel tout à l'heure, beaucoup des théorèmes que nous avons appris en sciences économiques se trouvent invalidés, puisqu'ils reposent tous sur l'hypothèse des rendements décroissants. Hein. Donc, notamment la vente au coût marginal, en cas de rendement croissant, vaut mieux pas. Hein. Le coût marginal étant nul, en l'occurrence, c'est vraiment pas du tout adapté. Quand on regarde comment l'équilibre économique peut s'installer, on retombe sur un modèle qui s'appelle le modèle de la concurrence monopolistique. Alors c'est assez séduisant parce qu'il conjugue deux mots que l'on a l'habitude d'opposer, hein, concurrence et monopole. Concurrence monopolistique, c'est une situation dans laquelle les entreprises sont invitées, pour éviter de se faire coincer par une position de monopole qui s'instaure naturellement quand il y a un rendement croissant, hein, les entreprises sont invitées à différencier leurs produits de manière à se tailler des monopoles de niche sur des segments de clientèle. Donc, vous n'allez pas fabriquer le produit standard, parce que là, vous feriez coincer par un monopole, mais vous allez chercher quels sont les besoins de segments de clientèle que vous allez satisfaire avec des produits parfaitement adaptés à leur... voilà. Et donc, c'est une économie de la différenciation, de la segmentation. Hein.
Et alors, deux variétés du produit sont en position de monopole à l'intérieur du segment de clientèle qu'elles visent, puisqu'elles correspondent aux besoins des gens qui sont dans ce segment, et puis elles sont en concurrence à la frontière entre deux segments, parce que là, il y a des personnes qui sont indifférentes entre deux variétés, selon les prix relatifs, elles vont passer d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça concurrence monopolistique. Et au fond, c'est ce modèle-là qui date des années 30. Il avait été mis au point par John Robinson dans les années 30. Il caractérisait des marchés exceptionnels. Ça fonctionnait, mais c'était quand même des marchés très très limités. Eh bien, il tend à devenir le régime de l'économie informatisée. Une des conséquences de l'économie du risque maximum, c'est que la plupart des produits sont élaborés par un partenariat. C'est une manière de répartir les risques, ça. Au lieu d'être le seul à assumer le risque de l'aventure du produit, on va le partager avec des partenaires. Et donc, la véritable entreprise, finalement, c'est le réseau de partenaires. C'est comme ça que ça s'organise de plus en plus. Alors, évidemment, comme on est en phase de transition et qu'on n'est pas mûr, assez souvent, les choses se passent sur le mode donneur d'ordre et sous-traitant, mais on sait bien que c'est une relation instable, destructrice au bout du compte du sous-traitant, parce que la tentation de lui faire pression sur lui est irrésistible. Et donc, ce qui conviendrait pour un équilibre économique réel, ce serait une organisation en partenariat. Que se passe-t-il du côté de l'emploi? Si tout ce qui est répétitif est automatisé, que reste-t-il à faire à l'être humain? Ce qui n'est pas répétitif. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas répétitif? Eh bien, c'est d'un côté la conception des nouveaux produits. Pour le coup, c'est pas répétitif, puisqu'il y a de l'innovation, il y a du nouveau. Et puis, c'est aussi le rapport avec les institutions qui sont extérieures à l'entreprise, avec les personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Ce sont les gens qui sont extérieurs à l'entreprise. D'abord, ils ne parlent pas le langage de l'entreprise, déjà. Donc, pour comprendre ce qu'ils racontent, il faut une fonction de traduction. Et puis, ils sont plongés dans le monde de la nature, dont la complexité dépasse toujours ce que prévoit une organisation. Donc, il faut être capable d'interpréter des événements imprévus, des situations particulières. Il faut avoir du discernement, il faut avoir de l'initiative, Et donc, toutes ces activités qu'on peut désigner par le mot service, mais dans lesquelles certes, il y a les relations avec les clients, mais il y a aussi les relations avec les partenaires et les relations avec les fournisseurs. Tout ce qui est relation avec le monde extérieur, ça s'automatise. Ça ne peut pas s'automatiser entièrement. On peut équiper, outiller. On a des logiciels de Customer Relationship Management et des choses de ce genre. Mais il n'y a rien à faire. Il y a un moment donné où on est les yeux dans les yeux, quoi. Et là, les choses se passent entre êtres humains. D'ailleurs, d'une façon qui peut paraître paradoxale, plus on automatise, plus on a besoin de relations humaines. Et je ne dis pas ça par sentimentalisme ou humanitarisme gnangnan, c'est la vérité pure et simple. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'entreprises font d'énormes conneries. Par exemple, quand on téléphone et qu'on tombe sur un accueil téléphonique qui vous dit appuyez sur le 1, appuyez sur le 2, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui vont se payer cher. En termes de perte d'image et de perte de fidélité des clients. Les autres conneries aussi, quand on sous-traite le centre de l'accueil téléphonique à un pays étranger dont la culture n'est pas la même, la sociologie n'est pas la même, etc., et qu'on a affaire à des gens très gentils mais qui ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte, ça aussi, c'est d'énormes erreurs. Actuellement, on est dans une phase de transition où les pratiques ne sont pas mûres et les entreprises prennent énormément de décisions absurdes de ce genre. Et donc, voilà, notre salarié, notre être humain, on lui demande finalement d'agir avec son cerveau pour concevoir de nouveaux produits, pour répondre à des situations imprévisibles, pour prendre des initiatives, pour user de son discernement, interpréter des cas particuliers, etc. Bon. Donc, on lui demande de travailler avec son cerveau. Et ce qui fait que du point de vue du rapport social dans le système productif, on passe du rapport social de la main-d'œuvre, que nous avons connu quand on a fait nos stages ouvriers, on voit bien comment c'était, on passe du rapport social de la main-d'œuvre au rapport social du cerveau d'œuvre. Et c'est tout à fait différent.
parce qu'on ne peut pas faire travailler des gens qui travaillent avec leur cerveau comme on a fait travailler naguère des gens qui ont demandé simplement une action réflexe et répétitive. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'acquérir le réflexe et puis ensuite on roulait. C'est plus ça. Et quand on fait travailler des cerveaux, eh bien, il y a une contrainte, c'est qu'un cerveau, il faut donner à ces personnes l'écoute dont ils ont besoin quand ils ont quelque chose à dire. Un chef de projet qui est en train de préparer un nouveau produit, il rencontre toujours des difficultés que personne n'a vu venir, parce que dans la réalisation du projet, on tombe sur des problèmes de dimensionnement, de physique, de débit de réseau, de que sais-je encore, qui, a priori, n'avaient pas été pensés. S'il n'y a personne dans l'entreprise pour partager ce constat et en tirer les conséquences éventuellement en termes de baisse des spécifications ou bien augmentation des délais, augmentation du budget, quoi qu'il en soit, pour résoudre le problème, il va arrêter, il va se dire, bon, après tous ces enfoirés, ils verront bien comment ça va se passer, quoi. Là, on y perd énormément. De même, un type qu'on a mis au contact avec les clients et qui voit chez les clients comment ça se passe, l'utilisation du produit, les incidents, les pannes, le fait que l'ergonomie n'est pas ce qu'il fallait, le fait que, si personne n'écoute ce qu'il a à dire, si personne n'écoute son rapport quand il revient de son expérience en disant écoutez, voilà comment ça se passe, je veux dire, lui aussi il va s'arrêter de réfléchir, il va dire bon, on me demande de travailler comme un imbécile, je vais travailler comme un imbécile, et puis après tout je touche ma paye, et voilà. Bon. Donc on a une obligation de pratiquer envers ces personnes la considération, c'est-à-dire la considération, je définis ça, j'ouvre les guillemets, écouter ce que dit quelqu'un en faisant un effort sincère pour comprendre ce qu'il veut dire. Sachant que le quelqu'un qui nous parle, il parle toujours dans un langage différent d'une autre. Il appartient éventuellement à une autre spécialité. Il va utiliser un vocabulaire qui nous paraît pas rigoureux, pas clair, etc. Et donc il faut faire un véritable effort pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est une bonne définition du respect, en définitive, ça. Écouter ce que dit quelqu'un en faisant un effort sincère pour comprendre ce qu'il veut dire, au lieu de se dire bon, ce qu'il raconte m'intéresse pas. Vous voyez là, eh bien, ce commerce. Alors, il faut que ce soit un commerce en ce sens que si on accorde cette considération à quelqu'un, il faut qu'en retour, il rende une considération analogue. Sinon, si le type vous considère comme un esclave, disons, il se fait écouter de vous, mais il n'écoute pas ce que vous avez à dire en retour, il faut couper le contact, quoi. Donc, il faut que ce soit un échange équilibré. C'est comme ça que ça doit marcher. Et donc, une fois qu'on met en place ce type de relation dans une entreprise, vous voyez que c'est contraire à l'organisation hiérarchique qui condensait qui donnait le monopole de la légitimité à une couche tout à fait particulière de dirigeants et de cadres supérieurs. Il faut donner d'ailleurs la légitimité aux personnes à proportion qu'on leur donne des responsabilités. Les responsabilités ne peuvent être l'initiative, le discernement, la capacité à interpréter des cas particuliers et à les traiter ne sont supportables que dans la mesure où on a la légitimité qui permet de le faire. Légitimité qui se concrétise d'ailleurs par deux dispositions tout à fait simples, le droit à l'erreur et le droit à l'écoute dont on vient de parler. Si on n'a pas le droit à l'erreur, le jugement se fossilise. On ne peut plus finalement prendre d'initiative. Et donc cette délégation de légitimité qui doit aller de pair avec la délégation de responsabilité, elle est tout à fait contraire à ce que l'on a mis dans la hiérarchie. Vous savez, hiérarchie, c'est hieros et arché, c'est le pouvoir sacré. Et dans nos entreprises, l'organisation hiérarchique va de pair avec une sacralisation du pouvoir. Moi, quand j'étais Air France, j'étais conseiller du président, donc j'allais le voir de temps en temps pour essayer de le convaincre de faire des choses intelligentes. Et ensuite, je me baladais dans l'entreprise sur le terrain, puisque il fallait voir comment les choses se passaient. Et donc, je disais comme ça naïvement aux gens, oui, mais l'autre jour, Christian Blanc m'a dit que... Je disais, quoi, tu as discuté avec le président? Bah ouais. T'as été dans son bureau? Bah oui, quoi. Oui.
Et je me suis rendu compte que le bureau du président, c'était le saint des saints. C'était l'endroit sacré où on entre, où personne n'entre en définitive. Ben, voilà. Là, j'ai vu aussi d'ailleurs à Air France aussi, il y avait, lorsque le DG venait dans une réunion, instantanément la réunion devenait liturgique. C'était du genre Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, puis à la fin c'était Ite missa est. Hein, voilà. Elle perdait complètement son contenu autre que purement symbolique. Voilà. Le contenu technique s'évaporait, hein, parce qu'on était dans une relation de pouvoir pur. Donc tout ça, quand on fait travailler des cerveaux, d'ailleurs on le voit bien dans nos boîtes où on fait du consulting, etc., quand on fait travailler les cerveaux, c'est pas comme ça qu'on peut marcher. Et à partir du moment où nos entreprises, y compris industrielles, font de plus en plus travailler les cerveaux, ben, il faut que ça change. La différenciation des produits se fait très souvent, non pas par le bien lui-même, par la machine elle-même qu'on vend, mais par les services qui l'accompagnent. Regardez, la concurrence que se font les constructeurs automobiles porte principalement sur la qualité du réseau de concessionnaires. Si vous avez un concessionnaire qui vous maltraite, vous changez de marque. Hein, c'est clair. Si vous avez un chef d'atelier qui est désagréable, qui vous envoie balader, parce que... Bon, hein, voilà. Et donc, et ça je l'ai vérifié hein, sur le terrain, c'est un constat tout à fait net. Autre exemple, les compagnies qui installent des ascenseurs Otis, etc. Bon, eh bien, ils installent les ascenseurs, mais l'essentiel de leur revenu vient du contrat de maintenance hein, et du contrat de dépannage. Parce que quand quelqu'un est coincé dans un ascenseur, il ne faut pas qu'il y reste longtemps. Hein. Imaginez les gens claustrophobes qui paniquent, etc. Bon. Et donc, ils ont, dans les villes, ils ont des types qui sont dans leur voiture avec un téléphone et qui attendent des appels et qui se précipitent pour aller sortir la mémé qui s'est coincée avec son chien dans un ascenseur, etc. Voilà. Idem pour les photocopieuses. Hein, vous avez une photocopieuuse dans votre boîte, et puis justement elle tombe en rade le jour où vous avez un rapport de 50 pages à tirer en 20 exemplaires parce qu'il y a une réunion là tout de suite où il va falloir présenter tout ça. Bon, d'accord. Et c'est ce jour-là qu'elle chauffe évidemment et elle tombe en panne. Bon. Eh bien, si le dépanneur n'arrive pas dardard pour vous tirer d'affaire, vous changez de fournisseur de télécopieur. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais la différence, et pour les télécopieurs, sont tous les mêmes. Hein. C'est le brevet de Xerox qui est du domaine public, donc les machines sont les mêmes. Et la concurrence se fait par le service. Pour les bagnoles, ce n'est pas exactement la situation identique, mais la concurrence se fait beaucoup par le service aussi. Et donc, la différenciation des produits dont je parlais tout à l'heure se fait pour beaucoup par la composante service. Ce qui fait que tous les produits deviennent des assemblages de biens et de services. Pour reprendre la bagnole, vous avez le conseil avant-vente, vous avez le financement du prêt, vous avez évidemment la garantie pièces et main-d'œuvre, la maintenance qui est faite par le concessionnaire, etc. etc. Et ça ne pourrait pas... Et là, j'oublie bien sûr l'assurance, j'oublie les stations-service qui sont du service comme le nom l'indique. Donc tous les produits deviennent des assemblages de biens et de services. Et quel est le rôle du système d'information? Eh bien, c'est d'assurer la cohésion de l'assemblage biens-services. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit cohérent au point de vue sémantique, au point de vue fonctionnel, etc. Et c'est également d'assurer l'interopérabilité du partenariat, puisque tout ça, on le fait avec un réseau de partenaires. Et l'interopérabilité du partenariat, c'est subtil. Hein. On y reviendra peut-être dans la discussion tout à l'heure. Alors, regardons ce qui se passe maintenant dans le monde de la pensée. Eh bien, quand vous concevez un système d'information, évidemment, vous allez concevoir des programmes, des algorithmes, hein, qui vont manipuler les bases de données, extraire les choses, faire des tris, faire des classements, etc., faire éventuellement des analyses de données, le big data, comme on dit, bon, ça c'est de la statistique, c'est calé, etc. Bon. Donc, pour ces algorithmes, un algorithme, c'est des maths. Hein, c'est de la logique à l'état pur, hein. Et donc, il y a la même exigence de rigueur, la même exigence de solidité logique que dans les mathématiques.
Voilà, le même principe de non-contradiction, si vous voulez. On ne peut pas faire une chose et son contraire simultanément. Mais par-dessus le marché, il y a autre chose. Dans les mathématiques, nous sommes dans le monde de la pensée pure, hein, et donc il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de contrainte d'urgence. Un théorème, il est vrai de toute éternité une fois qu'il est démontré. Voilà, la notion d'urgence, la notion de temps n'existe pas, ni non plus la notion de volume. Hein. Une fois qu'on a fait une démonstration, on ne se soucie pas de savoir si la réalisation effective du calcul demanderait la durée de l'univers pour être réalisée. On a la formule qui donne le résultat, ça suffit pour la logique. Par contre, avec l'informatique, évidemment, c'est autre chose. On rencontre la physique des processeurs qui sont capables de faire un certain nombre de traiter un certain nombre d'instructions par seconde, et la physique des mémoires qui ont une certaine taille. Et puis on a aussi la physique du codage des nombres réels qui en fait les approche par des nombres rationnels, hein, ou même en fait c'est même plus que ça, ils les approchent par des entiers. Hein. Voilà. Et donc on a dans la réalisation concrète de l'algorithme par l'informatique des contraintes de dimensionnement dont il faut tenir compte. Il y a aussi le débit des réseaux qui est une autre contrainte. Et on peut avoir un algorithme qui est parfaitement logique et tout à fait exact au point de vue mathématique, et qui, au point de vue physique, est tout simplement irréalisable parce qu'il demande des milliards d'années pour être effectué sur un ordinateur. Bon. Donc il faut que l'informaticien soit d'une certaine manière un physicien, hein, qui sache tenir compte de ces contraintes physiques qui sont présentes. Et c'est pas rien ça. Hein, on peut définir une base de données de façon logique et puis se rendre compte qu'en pratique, une fois qu'on l'a remplie, eh bien, elle a un volume tel que les délais d'affichage sur l'écran des utilisateurs seraient tout à fait insupportables. Hein, parce qu'il faudrait que cette masse de données soit abordée et ça prend du temps. Donc, contrainte de dimensionnement. Et puis, c'est pas suffisant. Quand vous programmez un système d'information, en fait, vous définissez des procédures, vous définissez des façons de faire, etc. Vous êtes un peu comme un juriste qui fait une loi, hein, ou un décret. Les bons juristes sont aussi des sociologues, parce qu'ils savent non seulement écrire un texte de loi qui soit cohérent et qui ait une cohérence logique interne, mais ils savent anticiper les comportements et ils savent rédiger leur texte de manière à éviter les effets pervers. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure, parce que je n'avais pas prévu les comportements des utilisateurs d'un système que j'ai monté. Et ils ont eu un comportement que je n'avais pas du tout anticipé, que j'aurais dû anticiper, que je n'avais pas anticipé. Ils ont planté le truc, et comme j'étais le fournisseur et que l'autre c'était le client, et qu'il a fallu que je répare ça dardard, c'est le genre de truc qui se grave dans la mémoire, ce genre d'expérience-là, vous dites, bon. Et ça m'a rendu beaucoup plus vigilant, hein, beaucoup plus attentif. Bon, j'ai fait mon bignou, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire et se méfier des comportements des utilisateurs. Et puis, il y a même une dimension philosophique. Il y a deux dimensions philosophiques. L'une qui est tout à fait du genre philosophie d'Aristote, quoi, hein, définition des concepts, etc. C'est quand vous construisez un système d'information, d'abord vous devez choisir les êtres qui seront représentés dans le système d'information, puis vous devez choisir les attributs qui seront observés sur ces êtres, et donc vous devez faire abstraction de tout le reste. Hein. Et donc vous êtes un praticien de l'abstraction. Mais cette pratique de l'abstraction, elle est guidée par la connaissance du but de l'action. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et en fonction de ce qu'on veut faire, de quoi dois-je faire abstraction, hein, quelle est la représentation que je dois avoir, et donc par négatif, si vous voulez, quelles sont les abstractions que je dois faire. Les bons informaticiens, les bons praticiens des systèmes d'information sont des maîtres de la pratique de l'abstraction. La société n'est pas prête de leur reconnaître cette fonction, ni bien sûr les hiérarchies dans les entreprises, et pourtant ils le font. Ça crée souvent des conflits. Hein, lorsque vous tirez au clair les classifications, les nomenclatures et les définitions dans une entreprise, vous mettez à jour des conflits de pouvoir, des conflits de territoire, des
des implicites, si vous voulez, des choses un peu tordues, mais dont personne ne parle, mais qui sont dans la réalité des pratiques, et vous êtes assez mal vu. Mais il y a quelque chose qui est encore plus mal vu. C'est que justement, vous ne pouvez concevoir le système d'information qu'en ayant tiré au clair la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et regardez, que veut faire une entreprise? Est-ce qu'elle veut créer de la valeur pour l'actionnaire? Faire du profit, comme on dit? Faire des produits, produire efficacement des choses utiles, hein, qui soient capables de fidéliser les consommateurs dans la durée? Créer des emplois? Offrir au cadre la perspective d'une carrière intéressante? Développer des compétences, etc. Quel est le but de l'entreprise? Inévitablement, quand vous organisez un système d'information, vous soulevez ces questions-là. Et ces questions-là, d'abord, elles sont un enjeu entre les divers pouvoirs qui se partagent l'entreprise. C'est évident que les actionnaires, les dirigeants, les cadres, les salariés n'ont pas les mêmes priorités. Hein, et pourtant, vous demandez une explicitation des priorités. Donc là, vous foutez vraiment la merde. On vous le fait payer fort cher. Alors, si l'on regarde ce qui se passe au niveau des grandes institutions à l'heure actuelle, c'est peu de dire que le système de santé est mal informatisé. Il suffit de passer par un hôpital pour s'en rendre compte. Hein. C'est peu de dire que le système éducatif est mal informatisé. En ce moment, ils sont en train de se donner beaucoup de mal pour savoir comment enseigner l'informatique, mais pour pouvoir enseigner l'informatique, il faut d'abord soi-même pratiquer l'informatisation. Le système de la justice, c'est peu de dire qu'elle est mal informatisée, il n'y a qu'à voir comment fonctionnent les greffes. Hein. C'est loin du cas. Pour les entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une situation de concurrence monopolistique, la stratégie doit viser à conquérir et à renouveler des positions de monopole sur des segments de besoins. Vu qu'on est dans une économie fortement innovante, ce monopole sera inévitablement temporaire, hein, et donc il y a une dynamique. Il faut que la durée du monopole soit assez longue pour que vous puissiez rentabiliser votre investissement. Hein. Il faut qu'elle soit assez courte pour que vous soyez incité à renouveler, au lieu de rester camper sur vos lauriers d'un monopole durable. Donc on a un problème là pour le régulateur. Hein. Comment faire pour que le monopole soit assez long pour que l'investissement soit rentabilisé et assez court pour que les monopoles ne s'endorment pas sur leur laurier? C'est un vrai problème de changement. Alors actuellement, le régulateur, il rêve que d'une chose, concurrence parfaite. Hein. Concurrence parfaite et libre-échange. Vous voyez que c'est complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Actuellement, des positions de monopole parfaitement légitimes et nécessaires sont combattues par le régulateur au nom d'une concurrence qui est un peu un mythe, quoi. En fait, ils sont restés dans le modèle d'avant, dans le modèle de l'économie à rendement décroissant, et ils pensent que la recette de la concurrence parfaite, c'est la clé ultime de l'efficacité, ce qui est évidemment extrêmement limité. On est dans une situation de transition, comme après toutes les révolutions industrielles d'ailleurs. Vous savez que les quelques décennies qui ont suivi les révolutions industrielles ont été extrêmement pénibles, d'ailleurs souvent marquées aussi par des conflits guerriers, hein, que ce soit la première, on peut la dater de 1775, et après ça il y a eu la Révolution, les guerres de l'Empire. Hein. La deuxième, on peut la dater en gros de 1875. Et bien après ça a dérapé vers la guerre mondiale parce que les pays industrialisés se faisaient une concurrence acharnée. Et la troisième, on peut la dater de 1975. Et vous voyez que nous avons cette économie violente qui déploie ses conséquences. Alors, un des problèmes d'ailleurs, c'est que on arrive à voir, je crois assez clairement, et c'est ce que nous appelons économie, hein, j'ai fait un petit bouquin là-dessus, voilà. On arrive à voir quelles sont les conditions de l'efficacité pour une économie informatisée. J'ai dit quelle est la forme que prend la concurrence, quelle est la forme que prennent les produits, quelle est la forme que prend le contenu du travail, quelle est la forme que prennent les relations au travail. On arrive à voir les conditions de l'efficacité.
Est-ce que ces conditions sont réalisées actuellement? Non. Hein. Beaucoup de choses clochent. Les systèmes d'information sont en général mal conçus. La discipline, la simple logique et le simple bon sens ne sont pas respectés. Bon, le fait que les lois et le système judiciaire soient incapables de lutter contre la prédation montre qu'on n'a pas encore la réponse aux tentations de violence que cette économie comporte. Beaucoup de dirigeants ignorent, méprisent ou résistent face à l'informatisation. Hein, vous avez la citation de Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure, c'est très significatif. Alors il y a des exceptions, il y a des entreprises extraordinaires. J'admire énormément les entrepreneurs qui savent agir comme il convient dans l'économie informatisée. J'en connais, c'est des types extraordinaires, hein, parce qu'ils ont... Non seulement ils ont compris, mais en plus ils savent comment s'y prendre, ce qui est encore une autre histoire. Ils savent agir dans ce monde-là. Donc il y a des cas, mais enfin, dans l'ensemble, il y a quand même une épidémie de dysfonctionnement. Et puis, il y a une chose plus grave encore, et c'est là-dessus que je termine. On peut se demander où ça nous mène. On voit, on a devant nous deux scénarios, le scénario blanc et le scénario noir. Le scénario blanc, ce serait la route qui nous mène vers l'économie, donc cette économie informatisée, efficace, respectant les conditions d'efficacité. On a compris, on voit. Bon. Mais il y a une autre possibilité, et d'ailleurs c'est tout simplement la poursuite de la route sur laquelle nous sommes engagés, hein, qui consiste à dire, eh bien voilà, on a une économie dans laquelle, contrairement au modèle économique qui repose sur l'échange équilibré, hein, c'est-à-dire personne n'est obligé de vendre, personne n'est obligé d'acheter, nous voyons se développer une économie de la prédation qui est parallèle à l'économie et qui s'empare de beaucoup de choses, puisque une fois que des criminels ont réussi à blanchir leur pognon, mais ils peuvent acheter des entreprises avec, et puis ils peuvent prendre le contrôle de l'économie, du système judiciaire et du pouvoir politique. Et donc on a une possibilité historique réelle qui est celle de la restauration d'un régime de type féodal, guerrier, hein, dans lequel la richesse se prend à la pointe de l'épée, comme disait Bertrand de Born. Hein. Voilà, celui-là sera riche qui prendra gaiement. Hein. Voilà, c'était son poème. Et on a ce risque-là. Je pense que c'est important de le savoir. Quoi. Il y a, dans l'évolution actuelle de la société informatisée, il y a ce risque. Et il faut voir les deux orientations. Alors, nous, ce que nous essayons de faire là, à l'Institut de l'économie, c'est de planter à l'horizon un repère qui est le modèle d'une économie informatisée efficace, ou comme disent les économistes, équilibrée. Hein, mais rien ne nous garantit que l'histoire accomplira ce modèle. Hein. Par contre, c'est important de le connaître, de le placer comme un repère pour orienter les volontés. Ce qui me fait un peu peine actuellement, c'est que derrière tout le baratin qu'on a autour du numérique, etc., qui porte d'ailleurs essentiellement sur les usages, vous avez remarqué, hein, et peu sur les possibilités, sur les risques. Hein. C'est bien les usages, hein, on déploie des usages à l'intérieur du possible, bon. Mais le fait que le possible lui-même bouge, quoi, hein, et qu'il comporte lui aussi des limites, on l'oublie un peu, quoi. Et donc, ce baratin autour du numérique, il a, je crois, pour vocation de masquer les risques. Hein. D'ailleurs, assez souvent, il est, comment dirais-je, il est d'un optimisme tout à fait excessif. Enfin, ça dépend. Il y a Michel Serres qui est d'un optimisme un peu infantile, et puis Paul Virilio qui, par contre, parle de la bombe informatique, vous voyez, comme si c'était épouvantable. On a peu de raisonnements qui soient équilibrés et qui montrent à la fois le possible, les dangers et comment se débrouiller avec tout ça. Voilà.